C'est un matin d'automne froid, au début du XVe siècle. Sur un champ boueux se forment lentement les rangs de chevaliers en armure. Les plaques métalliques de leurs armures luisent faiblement dans l'aube brumeuse, et sous les casques on aperçoit à peine les visages tendus des hommes. Face à eux, au loin, se dressent des fantassins apparemment simples, des centaines d'archers avec de longs arcs dans les mains. L'air est lourd d'attente. Et puis cela arrive. De nulle part, le son de milliers de cordes résonne. Le ciel s'assombrit pendant quelques secondes de nuages de flèches, et avant que les soldats ne réalisent ce qui se passe, elles s'abattent sur les chevaliers comme une pluie mortelle. Les chevaux tombent, les hommes crient de douleur, et la confusion saisit la célèbre cavalerie. L'arme faite de bois courbé et de cordes vient de décider du sort de la bataille avant même qu'il n'y ait eu combat d'homme à homme. De telles scènes n'étaient pas exceptionnelles au Moyen Âge. L'arc, un instrument simple fait de bois et de tendons, entre les mains d'un tireur expérimenté devint l'une des armes les plus destructrices de son époque. Il pouvait tuer à distance, percer l'armure et semer la terreur dans les rangs de l'ennemi longtemps, avant que celui-ci n'ait même eu le temps de s'approcher. Dans les chroniques médiévales, nous trouvons des descriptions de tempêtes de flèches qui tombaient si drues qu'elles obscurcissaient le ciel. Comme le nota un témoin oculaire de bataille. De telles descriptions ne sont pas exagérées. Les recherches contemporaines confirment en effet que les flèches des arcs de guerre causaient des blessures comparables aux effets des armes à feu. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment les flèches acérées pouvaient pénétrer à travers l'armure et quels ravages elles pouvaient causer sur le corps humain. Nous découvrirons aussi quel entraînement exigeant devait subir un archer médiéval pour apprendre à décocher une salve de flèches après l'autre. Nous regarderons les batailles célèbres dans lesquelles des pluies de flèches décidaient du sort des rois et d'armées entières. Et laissez-vous surprendre. Dans un moment, nous révélerons aussi quel héritage le Moyen-Âge a laissé au tir à l'arc dans notre époque moderne. Préparez-vous à un voyage captivant dans le temps qui révélera les secrets des archers maîtres et de leurs armes mortelles du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. L'arc et la flèche accompagnent l'humanité depuis la préhistoire comme outil de chasse et de combat. Au Moyen-Âge, cependant, le tir à l'arc connut son plus grand essor, notamment en Europe. Au début, l'arc était utilisé dans les combats plutôt en complément. Les armées du haut Moyen-Âge privilégiaient le combat de près, et les tireurs avec des arcs se tenaient en marge du champ de bataille. Pourtant déjà alors, une seule flèche pouvait changer l'histoire. Un exemple légendaire est la bataille d'Hastings en 1066, quand le roi anglais Harold serait tombé après qu'une flèche l'eût frappé dans l'œil. Du moins c'est ainsi que le dépeint la célèbre tapisserie de Bayeux. Cette scène, que les chroniqueurs l'aient embellie ou non, montre clairement que même un commandant bien protégé pouvait succomber à une flèche ordinaire. Au XIIe siècle apparaît sur les champs de bataille européens l'arbalète. Une arme de tir qui pouvait donner à ses carreaux une énorme force de pénétration, tout en ne nécessitant pas un entraînement aussi long que l'arc. L'arbalète était si redoutée que l'Église au Concile de Latran en 1139 interdit l'usage de cette arme mortelle des arbalétriers et des archers contre les chrétiens. L'interdiction concernait les guerres entre chrétiens, car aux yeux de l'Église, le tir de ces armes était contraire à Dieu. Cela aussi témoigne de l'horreur que l'arbalète et l'arc inspiraient. Néanmoins, contre les ennemis non chrétiens, les arcs et arbalètes continuèrent à être utilisés sans restriction. Pendant les croisades, par exemple, les chevaliers européens firent face aux archers sarrasins, sur chevaux légers, qui pouvaient les harceler à distance avec des averses de flèches et disparaître à nouveau rapidement. Par exemple, en 1187, à la bataille d'Hattin, les archers sarrasins criblèrent continuellement de flèches les croisés torturés par la soif, jusqu'à ce que l'armée chrétienne épuisée s'effondre complètement. Cela aussi montra quel avantage donnait la tactique de combat à distance dans cette chaleur insupportable. L'arbalète et l'arc inspirant donc le respect, et les grands seigneurs chevaliers ne respectaient certes pas l'interdiction de l'Église, mais comprenaient bien à quel point les tirs de ces armes semblaient efficaces. Vers 1180 apparaît entre les mains des archers gallois et anglais le soi-disant arc long. C'était un arc monobloc en bois d'if,
long d'environ 1,80 m, donc à peu près de la taille du tireur. Il se tendait avec toute la force des bras jusqu'à l'oreille, pas seulement jusqu'à la poitrine comme avec les arcs plus courts. Il acquit ainsi une tension de corde beaucoup plus grande et donna à la flèche une énergie destructrice. Le chevalier anglais, Guillaume de Braoz, enregistra en 1188 une expérience inquiétante. Une flèche galloise lui perça alors la cotte de maille sur la cuisse, traversa la jambe, perça la selle en bois et tua son cheval. Quelque chose comme cela dépassait toutes les attentes. Il apparut que même un cavalier armé en armure n'était plus en sécurité face à l'arc long. Il n'est pas étonnant que les Anglais comprissent rapidement le potentiel de cette arme et commencèrent à déployer massivement l'arc long. Dès 1298, le roi anglais Édouard Ier utilisa des centaines d'archers, avec des arcs longs, pour une victoire écrasante sur les Écossais à la bataille de Falkirk. Les flèches y brisèrent les masses de piquiers écossais, ce qui permit aux chevaliers anglais de massacrer facilement les formations dispersées de l'ennemi. Ce fut la première grande démonstration de la force de l'arc long, et confirma aux Anglais que l'investissement dans l'entraînement des archers leur rapportait largement. Pas seulement en Europe, l'arc était une arme redoutée. À la même période, sillonnaient les steppes asiatiques les redoutables cavaliers mongols, armés d'arcs composites réflexes faits de bois stratifié, de cornes et de tendons. Cet arc plus petit d'une énorme puissance permettait aux Mongols de tirer depuis le dos du cheval même au galop et de cribler l'ennemi de flèches mortelles littéralement au trot. En 1241, les armées de chevaliers européens subirent une défaite écrasante à la bataille de Legnica, quand les archers mongols les dispersèrent par une pluie de flèches et des attaques rapides. Les Mongols étaient plus maîtres de la ruse et de la tactique. Ils feignaient souvent la fuite, et lors du retrait, tiraient les soi-disant flèches partent vers l'arrière, si bien que les chevaliers poursuivants se heurtaient à un déluge de traits. Grâce aussi à cela, les conquérants de l'Orient purent dominer d'immenses territoires. L'arc comme arme de guerre régnait bref à travers les cultures, que ce soit l'arc long anglais des tireurs à pied ou l'arc léger de cavalerie des envahisseurs mongols. Des histoires similaires se trouvent aussi dans d'autres coins du monde. Les samouraïs japonais médiévaux considéraient l'arc, appelé yumi, comme l'une des armes principales, et leurs archers montés étaient parmi les terreurs des champs de bataille d'Extrême-Orient. Aussi, les Indiens d'Amérique du Nord ou les guerriers turcs et arabes en Orient utilisaient des arcs jusqu'à l'arrivée des armes à feu avec un effet non moins destructeur. L'arc s'avéra bref une arme mortelle à travers les civilisations, sans égard au continent ou à la religion. Qu'est-ce qui faisait de l'arc du Moyen-Âge une arme si redoutée ? C'était la combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, la portée. Un arc de guerre puissant pouvait tirer une flèche même à une distance de plus de 250 mètres. Lors d'exercices de tir, les meilleurs archers pouvaient, paraît-il, toucher même à 300 ou 400 mètres de distance, notamment avec une flèche légère dans des conditions idéales. La portée efficace, à laquelle la flèche avait encore assez d'énergie pour tuer ou blesser, s'estime autour de 200 mètres. Même cela signifiait cependant que les archers pouvaient tuer des ennemis longtemps avant que ceux-ci n'arrivent eux-mêmes à porter de n'importe quelle arme. Pour comparaison, l'arbalète de l'époque avait une portée similaire, mais en pratique, on tirait à des distances plus courtes, autour de 100 à 150 mètres, parce que la visée était difficile et le tir plus lent. Et justement, la vitesse de tir était le deuxième facteur clé de la force mortelle de l'arc. Un bon archer pouvait décocher 6 à 10 flèches par minute. Les flèches des mains expertes volaient si vite que l'ennemi pouvait avoir l'impression que face à lui se tenait non pas une centaine, mais une armée de tireurs à 1000 têtes. Ce n'est pas par hasard qu'on surnomme l'arc long la mitrailleuse du Moyen-Âge. Sa salve était dévastatrice et ininterrompue. En revanche, le tir à l'arbalète était plus lent. L'arbalétrier tirait ordinairement seulement environ 2 carreaux par minute, parce qu'il devait tendre longuement l'arme à l'aide d'un crochet de tension ou même d'un treuil. Cela signifie que 10 archers, avec des arcs longs, pouvaient dans le même temps
envoyaient sur la cible 50 tirs ou plus, tandis que 10 arbalétriers à peine 20. Dans un affrontement de masse, les archers pouvaient, ainsi, submerger l'ennemi de flèches et lui causer des pertes écrasantes, avant même qu'il n'ait pu prendre la parole. Le troisième aspect était la force de pénétration, ou la puissance destructrice de l'impact. Une flèche tirée d'un arc de guerre volait à une vitesse d'environ 50 à 60 mètres par seconde et portait une énergie d'environ 100 à 120 joules. C'est certes beaucoup moins que l'énergie d'une balle d'arme à feu. Les fusils ou pistolets modernes ont une énergie plusieurs fois supérieure. Mais la flèche avait ses avantages spécifiques. Grâce à sa forme aérodynamique et à la stabilisation par rotation en vol, elle gardait bien la direction et à l'impact concentrait la force sur une petite surface de pointe acérée. Si la flèche frappait d'une partie non couverte du corps, elle pénétrait profondément dans le tissu et causait de graves blessures internes. Les larges pointes de chasse créaient des plaies déchirées qui saignaient abondamment. Déjà la seule pénétration de la flèche dans le corps pouvait être mortelle, si elle touchait des organes vitaux, et même lors de blessures moins dramatiques menaçait une grande perte de sang ou l'infection de la plaie, surtout si la pointe se brisait à l'intérieur du corps. Les guérisseurs médiévaux développèrent certes des outils spécialisés pour extraire les flèches des plaies, mais même ainsi, les blessures par flèche étaient redoutées pour le risque d'inflammation et de complications. Par exemple, le prince Henri, futur roi Henri V, subit en 1403 une grave blessure, quand une flèche se planta dans son visage sous l'œil gauche lors de la bataille de Shrewsbury. Les médecins de la cour lui fabriquèrent alors un outil spécial avec lequel ils retirèrent prudemment la pointe, et nettoyèrent la plaie avec du vin, et l'enduisirent d'onguents curatifs. Henri survécut grâce à cela, et guérit en quelques semaines, bien qu'il ait porté une cicatrice sur le visage toute sa vie. 12 ans plus tard, déjà comme roi, il mena les Anglais à la bataille d'Azincourt, où son ancienne blessure ne l'empêcha pas de triompher. Ce cas montre qu'avec des soins appropriés, on pouvait survivre même à une blessure par flèche apparemment mortelle. Bien sûr, la plupart des soldats ordinaires n'avaient pas cette chance et mouraient de blessures par flèche. Il existait différents types de pointes de flèche, pour différents usages. Pour le combat contre des cibles non blindées, ou pour la chasse au gibier, on utilisait la soi-disant pointe large, barbe, qui avait la forme d'une feuille tranchante et causait des blessures déchirées dévastatrices au tissu mou. Au contraire, contre les adversaires blindés, les archers utilisaient des flèches à pointe étroite, rappelant un poinçon, type appelé bodkin. Cette pointe d'acier effilé pouvait concentrer la force du choc sur une pointe miniature et littéralement transpercer même des cibles très résistantes. Selon les expériences, le bodkin d'un lourd arc anglais perça non seulement la cotte de maille, mais à courte distance pénétra aussi, à travers la plaque de fer, d'une armure plus fine. Maintes chevaliers découvrirent ainsi sur leur propre peau qu'ils n'étaient pas en sécurité, même dans une armure métallique face à une flèche bien visée. Il n'est donc pas étonnant que les flèches inspiraient aux guerriers de cette époque au moins autant d'horreur que plus tard les balles de mousquet. Les archers ne manquaient cependant pas non plus d'ingéniosité. Ils ne se limitaient pas aux seules flèches ordinaires. Dans leur arsenal, ils avaient aussi des projectiles spéciaux, par exemple les flèches incendiaires. Sur leur pointe, ou juste derrière, ils fixèrent de l'étoupe trempée dans la poix ou l'huile, qu'ils allumaient avant le tir. Une telle flèche brûlait en vol, et pouvait après l'impact enflammer tout ce qui était inflammable. Toits de chaume, tours de bois, chariots, avec des provisions, ou de la poudre. Bien sûr, la précision et la portée des flèches incendiaires étaient moindres, mais comme arme psychologique et moyen de répandre le chaos, elles servaient excellemment. Les défenseurs des villes enflammaient ainsi les machines de siège, les attaquants au contraire envoyaient des flèches enflammées dans les villes pour provoquer la panique et les incendies. Il existait même des flèches sifflantes, qui étaient intentionnellement modifiées pour émettre un son. Elles avaient dans les pointes de petits trous ou des sifflets. Quand elles volaient dans l'air, elles sifflaient et gémissaient. Les Mongols, par exemple, l'utilisaient pour effrayer l'ennemi ou pour signaler à leurs unités.
Entendre au-dessus de sa tête un tel gémissement sinistre devait être vraiment éprouvant pour les nerfs d'un soldat médiéval. L'effet d'une salve de tir n'était de plus pas seulement physique, mais aussi psychologique. Imaginons la situation d'un simple soldat dans la ligne de bataille, avant même qu'il n'aperçoive le visage de l'ennemi. Commence à s'abattre sur son bouclier une averse de flèches qui semble infinie. Les flèches sifflent dans l'air et se plantent dans le sol, les boucliers et les corps des compagnons d'armes. Une telle expérience pouvait briser le moral d'une armée avant même qu'elle ne se soit affrontée face à face avec l'adversaire. Les chroniques de l'époque décrivent justement ce moment, le bruissement et sifflement infini des flèches, et le ciel parsemé de projectiles volants, comme l'un des sons les plus terrifiants du champ de bataille médiéval. Qui ne l'a pas vécu ne peut que difficilement comprendre quel effet psychique écrasant pouvait avoir une telle tempête de fer sur une armée qui avançait. La science moderne donne raison au fait que les craintes des guerriers médiévaux face aux arcs étaient injustifiées. De récentes recherches archéologiques de restes squelettiques de la période des batailles ont confirmé que les blessures causées par les flèches ressemblaient à bien des égards aux blessures par balles. Par exemple, les squelettes des fosses communes, après la bataille de Visby, 1361, et de Taunton, 1461, portent des traces de perforation de crâne et d'os par des flèches. Une étude de scientifiques britanniques de 2020 a même découvert que les flèches tirées d'arcs longs pouvaient non seulement percer le crâne, mais causer aussi une plaie de sortie, donc fracasser l'os, similairement à une balle. L'une des flèches examinées s'était, paraît-il, littéralement vissée dans l'os au point d'y rester coincée. Un tel effet destructeur ne le cédait en rien aux blessures causées par une arme à feu. Bref, l'arc médiéval entre les mains d'un maître tireur n'était pas beaucoup moins mortel qu'un fusil. Seulement il était absolument silencieux et n'avait pas besoin de poudre. Cette puissance de feu époustouflante ne ressortait cependant que grâce aux gens qui la maîtrisaient. Sans archers habiles, même le meilleur arc n'aurait été qu'un morceau de bois. C'est pourquoi nous nous concentrons maintenant sur comment naissaient et s'entraînaient les maîtres du tir à l'arc médiéval. Pour que l'arc puisse cependant montrer sa force terrifiante, il fallait un tireur entraîné. Avoir à disposition 1000 arcs ne signifiait rien, s'il manquait des archers capables de les tendre et de viser précisément. L'entraînement des archers était au Moyen Âge un effort national, notamment en Angleterre. Les rois anglais se rendaient compte qu'une forte armée d'archers pouvait gagner la guerre, et soutenaient donc le développement du tir à l'arc parmi le peuple. Dès le XIIIe siècle naissèrent les premières lois ordonnant un entraînement régulier de tir à l'arc. Au XIVe et XVe siècle s'ajoutèrent d'autres. Par exemple, le roi Édouard III interdit en 1363 en Angleterre les jeux populaires appréciés comme le football ou la pelote et ordonna qu'on s'exerce plutôt au tir à l'arc dans le temps libre. Plus tard, Henri VIII continua dans cette voie. Celui-ci ordonna même que chaque homme ait un arc et tire régulièrement avec. Il était important aussi d'assurer suffisamment de matériaux pour la fabrication des arcs et flèches. Le bois d'if pour les arcs était importé de l'étranger, et les lois anglaises interdisaient quand même son exportation. Chaque navire du continent européen qui arrivait en Angleterre devait remettre une quantité fixée de bois d'if pour la fabrication d'arcs. Ainsi, l'if ordinaire devint une matière première stratégique à l'ère où les arcs régnaient sur les guerres. Dans chaque village et ville devait être établi un terrain d'exercice, appelé butts, où chaque dimanche après la messe se rassemblaient les hommes pour l'entraînement de tir à l'arc. Une scène similaire se déroulait dans chaque village anglais. Après la prière dominicale, les garçons et hommes adultes sortaient de leurs arcs et se dirigèrent vers le stand de tir improvisé derrière le village. Près de la cible d'osier attendait déjà un tireur expérimenté qui surveillait l'entraînement. Les jeunes gens tendaient progressivement les cordes et envoyaient leurs flèches après flèche dans la cible distante de peut-être 100 pas. L'un tira trop haut. Sa flèche survola la cible et disparut quelque part dans le champ, ce qui provoqua un rire bienveillant des autres.
Un autre, au contraire, toucha le bord de la cible, et mérita un hochement de tête approbateur de l'instructeur. À l'écart se tient un groupe de voisins plus âgés, et regardent en montre avec le sourire comment la jeune génération peaufine son art, car ils savent qu'un jour, ces garçons pourront leur sauver la vie sur le champ de bataille. Ainsi, naissaient pas à pas les futurs maîtres, par le jeu et la compétition, mais aussi par l'exercice régulier, grâce auquel l'arc leur poussait littéralement dans la main. Les archers anglais venaient surtout des rangs du peuple simple, paysans, artisans ou bourgeois. Pourtant les souverains appréciaient et beaucoup leur habileté. Pendant les guerres en France, les archers formaient parfois même la majorité des armées anglaises, et étaient assez considérés comme une composante clé de l'armée. Le roi leur versait une solde, bien que moindre qu'aux chevaliers, et un tireur expérimenté pouvait bien s'en tirer avec le butin de guerre. Il n'est pas étonnant que les compétitions de tir à l'arc et les terrains d'exercice dominicaux étaient pleins de jeunes gens désireux d'exceller et de gagner la gloire. La vision que justement leurs flèches pourraient décider de la bataille était une forte motivation. Il fallait commencer, dès le jeune âge. Les garçons apprenaient à manier l'arc dès l'enfance, pour que leurs muscles et os s'habituent à l'énorme effort lors de la tension d'un arc puissant. Les restes squelettiques d'archers anglais de l'épave du navire Mary Rose, coulé en 1545, montrèrent que les archers professionnels avaient un squelette considérablement déformé. Notamment le bras gauche et la colonne vertébrale présentaient une croissance excessive des attaches musculaires et une courbure due à la sollicitation prolongée. Simplement dit, l'entraînement de toute une vie avec l'arc en fit littéralement des machines musculaires, adaptées à tendre un arc d'une force de même 150 livres, environ 70 kg, de poids de tension. Un arc si puissant, cependant, l'homme moyen d'aujourd'hui ne peut le tendre même à deux mains, avec l'aide des pieds. Pour l'archer médiéval, c'était cependant une routine quotidienne. L'entraînement n'était pas seulement une question de force, mais aussi de technique et d'endurance. L'archer devait apprendre à tirer rapidement la flèche du carquois, la placer sur la corde, tendre l'arc et tirer, et tout cela dans une séquence fluide, de manière répétée, et sans hésitation même dans le chaos du combat. À cela s'ajoutait la visée à l'œil à différentes distances, l'estimation du vent, le tir en arc à longue distance et le tir direct de près. Les maîtres du tir à l'arc avaient un instinct entraîné. Ils pouvaient toucher la cible sans fermer un œil ou aligner soigneusement le guidon comme les tireurs sportifs d'aujourd'hui. Comme le décrivent certaines chroniques, un archer expérimenté vise aussi vite que quand il cligne de l'œil. On fait allusion au tir instinctif, où le cerveau et les muscles agissent pour être en parfaite harmonie. L'archer sur le champ de guerre ne tirait ordinairement pas des coups soignés individuels, comme un sportif sur cible, mais plutôt vidait le plus rapidement possible son carquois de flèches vers l'ennemi. La vitesse et la quantité de tir étaient souvent plus importantes que la visée sur une cible concrète, notamment lors du tir de salve à distance, quand les flèches se déversaient sur les rangs serrés de soldats. Pourtant, la discipline et la coordination étaient cruciales. Des centaines d'archers devaient tirer presque simultanément, sur ordre du commandant, pour que les salves aient un effet maximum. Cela exigeait l'entraînement non seulement de l'individu, mais aussi d'unités entières. Les archers anglais étaient donc organisés en compagnies et sections, qui s'exerçaient ensemble au tir de masse à distance et au tir de près. Pour leur habileté et leur dangerosité, les archers étaient respectés et haïs. L'ennemi n'avait pas de pitié pour eux. Si un archer était capturé, un sort souvent cruel l'attendait. Une coutume très répandue était de couper ou trancher au tireur capturé 2 doigts de la main droite, l'index et le majeur, pour qu'il ne puisse plus jamais tendre un arc. C'est justement de cette coutume horrible que proviendrait, paraît-il, le geste des 2 doigts dressés, dont les archers anglais faisaient provocantement signe aux adversaires français, quand ils en capturaient moins qu'ils n'espéraient. Ils voulaient ainsi leur montrer « Regardez, nous les avons encore et nous continuerons à vous déverser des flèches avec. » Cette historiette, souvent rapportée, appartient peut-être plutôt aux légendes qu'aux faits avérés. En tout cas, elle illustre la réputation qu'avaient les archers au Moyen Âge.
C'étaient des tireurs mortels que l'adversaire redoutait, et qu'il valait la peine d'éliminer du combat à tout prix. Maintenant que nous avons appris comment des hommes ordinaires devenaient des tireurs d'élite, transportons-nous directement sur le champ de bataille. Regardons quelques affrontements célèbres, où justement les archers et leurs flèches mortelles décidaient de la victoire ou de la défaite. L'arc long et la maîtrise des archers anglais s'inscrivirent de manière indélébile dans l'histoire pendant la guerre de 100 ans entre l'Angleterre et la France, 1337 à 1453. Dans cette série de conflits, la tactique du tir à l'arc de masse joua un rôle décisif dans plusieurs batailles clés. Le roi Édouard III déploya les archers à grande échelle, et il apparut bientôt que les chevaliers français allaient faire face à une nouvelle menace mortelle. Avant même que l'arc long ne se montre pleinement dans les guerres avec la France, il eut le temps de gagner ses éperons au nord de la Bretagne. En 1298, à la bataille de Falkirk, le roi anglais Édouard Ier utilisa une attaque massive d'archers pour écraser l'armée écossaise de William Wallace. Les flèches des tireurs anglais et gallois brisèrent alors la formation serrée des piquiers écossais. Puis les chevaliers anglais achevèrent l'œuvre de destruction. Ce triomphe annonça quelle valeur aurait l'arc dans les guerres à venir. Le premier véritable test d'endurance pour les tireurs anglais fut l'année 1346 et la bataille de Crécy. L'armée anglaise, numériquement plus faible que la française, prit une position défensive sur un terrain surélevé et protégea ses archers sur les côtés par des pieux de bois plantés dans le sol. Les archers, d'ailleurs, ne souffraient certainement pas de manque de munitions. Les sources de l'époque indiquent que chaque tireur reçut avant le combat 3 carquois de 24 flèches, soit au total 72 flèches. Il les plantait pointe en haut, dans le sol autour d'eux, pour pouvoir les saisir le plus rapidement possible lors du tir. Près de 70 ans plus tard, avant la bataille d'Azincourt, 1415, le roi Henri d'Aquin fit même accumuler plus de 500 000 flèches dans ses réserves. Si importante était la munition, suffisante pour les archers avant l'affrontement. Contre les Anglais avançait la chevalerie française, soutenue par des arbalétriers mercenaires embauchés de Gênes. C'était justement ces arbalétriers qui devaient priver les Anglais de leur avantage par leurs tirs briser les rangs d'archers. Mais le plan échoua. Imaginons ce moment par les yeux d'un archer anglais. Sur l'aile droite du rang anglais se tient une rangée d'archers. L'un d'eux, disons un tireur expérimenté nommé William, plante fermement ses pieds dans le sol parsemé de pieux acérés. Il voit comment se rangent face à eux devant des foules d'arbalétriers génois, et derrière eux de lourds cavaliers. William avale difficilement, et ses doigts de la main droite tâtent la hampe de noyer d'une flèche. Autour règne le silence avant la tempête. Il n'entend que son propre souffle sous le haubert à croix. Soudain retentit l'ordre. « Tirez !» William soulève souplement l'arc, place la flèche et tend la corde jusqu'à l'oreille. Il vise en arc vers le ciel. Il ne voit pas les visages des ennemis. Il vise seulement la masse devant lui. Retenir le souffle et lâcher. La corde se libère avec un grincement et la flèche s'élance vers le haut. Autour de William passent des centaines d'autres flèches, tandis que ses compagnons ont lâché la salve en même temps que lui. Avant que les premières flèches n'aient le temps de redescendre, William a déjà la deuxième et la troisième sur la corde, et les lâche en succession rapide. En quelques instants, le ciel est parsemé d'un essaim noir de flèches. William, lors d'une inspiration, regarde brièvement devant. Il voit comment les rangs ennemis ont vacillé sous l'averse de traits. Certains tireurs génois lâchent à leurs arbalètes et se saisissent de leurs bras ou visages transpercés. Les chevaux dans les rangs arrière renâclent et se cabrent. Alors autour de William siffle de côté un lourd carreau d'arbalète et se plante dans le pieu en terre à seulement quelques centimètres de son pied. Dans la fièvre du combat, il ne le remarque presque pas. L'adrénaline et l'entraînement commandent de saisir à nouveau dans le carquois pour une autre flèche. William, dans son fort intérieur, remercie Dieu pour chaque flèche supplémentaire qu'il arrive à lâcher, avant que ses cavaliers n'arrivent jusqu'à eux. Pendant ce court moment, commença sur le champ de bataille le chaos. Les tireurs génois furent surpris par la grêle de projectiles, vacillèrent et se mirent en retraite.
Les chevaliers français, impatients et irrités par l'échec des arbalétriers à pied, décidèrent de les écraser et lancèrent une attaque frontale sur les positions anglaises. La lourde cavalerie dut d'abord traverser un terrain détrempé et surmonter la confusion causée par les Génois en fuite. Quand les chevaliers s'approchèrent de manière désordonnée à portée de tir, une autre salve de milliers de flèches anglaises les accueillit. Les flèches volaient du côté anglais si dru que cela ressemblait à de la neige qui tombait, nota le chroniqueur Jean Froissart, qui décrivait la bataille de Crécy. Les chevaliers français furent frappés par une grêle mortelle, les chevaux se cabrèrent avec des flèches dans l'encolure, les cavaliers étaient désarçonnés. Ceux qui arrivèrent, malgré tout plus près, heurtèrent une forêt de pieux pointus, derrière laquelle les archers s'étaient entrecachés. Vague après vague, la cavalerie française se jetait en avant seulement pour être brisée avant d'atteindre la ligne anglaise. À la fin du jour, restaient gisant sur le champ de bataille plus de 1000 nobles français et d'innombrables soldats simples, et l'Angleterre célébrait le triomphe. L'arc long avait prouvé sa valeur. Quelques décennies plus tard, en 1415, un scénario similaire se répéta à la bataille d'Azincourt. Le roi anglais Henri V, avec une poignée d'hommes fatigués, battait en retraite en France, poursuivi par une supériorité numérique multiple de Français. Près du village d'Azincourt, il décida d'affronter la supériorité numérique. Son armée comptait environ 5000 archers et quelques centaines de hommes d'armes, tandis que les Français avaient là principalement des chevaliers en armure et plusieurs milliers d'arbalétriers et de fantassins. Henri misa tout sur la tactique éprouvée. Il disposa les archers sur les ailes, à nouveau avec des pieux plantés devant eux, et provoqua les Français à l'attaque. La cavalerie française, serrée dans une bande étroite de champs entre les forêts, dut patauger dans la boue détrempée. La nuit précédente, il avait plu en effet. Les hommes d'armes lourds s'enfonçaient et glissaient dans un tel terrain, perdaient l'équilibre et la formation. Pourtant ils se pressaient en avant en criant, déterminés à disperser l'infanterie anglaise par la force de leur attaque. Quand ils se mirent lourdement en mouvement, les Anglais ouvrirent le feu. Les flèches pleuvaient sur les chevaliers qui avançaient. Les chevaux glissaient dans la boue et tombaient, et la confusion s'installa. Un contemporain décrit que le ciel s'obscurcit de la quantité de traits qui s'abattaient sur les armées françaises. Les chevaliers qui arrivèrent, malgré tout aux lignes anglaises, étaient affaiblis et désorientés. Les archers anglais saisirent alors aussi des haches, marteaux et couteaux et se jetèrent sur les chevaliers de près. L'armée française fut battue à plate couture, des milliers de nobles guerriers tombèrent ou furent capturés, tandis que les pertes anglaises furent minimes. Il apparut à nouveau que la combinaison d'un piège de terrain, boue et pieux, et de tirs mortels d'archers, pouvait détruire même une célèbre cavalerie chevaleresque. Il faut cependant dire que l'arc n'était pas tout puissant, et que son triomphe dépendait aussi de la situation et de la tactique. Quand les archers n'étaient pas protégés, ou étaient en surpris non préparé, ils se trouvaient en danger. Par exemple, en 1429, à la bataille de Pataille, la cavalerie française menée par Jeanne d'Arc réussit à surprendre les archers anglais avant qu'ils n'aient pris des positions défensives. Elle les dispersa par une attaque brutale, et les Anglais subirent une défaite écrasante. Cette fois, la pluie céleste de flèches n'eut pas le temps de sauver la situation. Ce fut une leçon précieuse que même la plus grande puissance de feu doit être couverte et correctement utilisée. L'arc influença aussi la tactique d'autres conflits. Dans la guerre civile des Roses en Angleterre, 1455 à 1487, les archers tirèrent des deux côtés, et des batailles comme Taunton en 1461 furent parmi les plus sanglantes jamais, justement grâce aux tirs mutuels d'arc des deux côtés. La bataille de Taunton est considérée comme l'affrontement le plus sanglant sur sol anglais. Plus de 20 000 combattants y périrent selon les estimations, en grande partie justement à cause du tir massif d'arc des deux côtés. À Taunton même, un côté utilisa la direction du vent. Le vent poussait les flèches plus loin, si bien que les tireurs d'une armée bombardaient en l'ennemi,
tandis que les flèches de l'adversaire, à cause du vent contraire, n'arrivaient pas et se plantèrent dans le sol devant la cible. Les archers astucieux ramassèrent alors les flèches inutilisées de la boue et les renvoyèrent immédiatement aux propriétaires. Même de tels tours astucieux décidèrent des batailles, et toujours l'arc bien visé y jouait le rôle principal. De ces exemples, il apparaît que le tir à l'arc pouvait complètement changer le cours des batailles et mettre à genoux même l'élite chevaleresque célèbre. Il reste cependant la question de savoir dans quelle mesure les flèches de l'époque se débrouillaient avec la meilleure armure de leur temps. C'est justement cela que nous clarifierons dans la partie suivante. Une question autour de la réputation mortelle de l'arc suscite des débats encore aujourd'hui. La flèche pouvait-elle vraiment percer l'armure chevaleresque ? La réponse n'est pas univoque, parce que cela dépend du type d'armure, de la distance de tir et de la qualité de l'arc et de la flèche. Nous pouvons cependant dire ceci. Contre l'armure du Haut Moyen-Âge, constituée principalement de mailles et de vestes de cuir, l'arc puissant était énormément efficace. L'histoire de Guillaume de Braos de 1188, quand la flèche pénétra à travers sa cotte de maille et tua encore le cheval, le prouve. L'armure de maille pouvait dévier un coup d'épée, mais une flèche bodkin étroite la traversait comme rien. C'est pourquoi les guerriers lourdement armés commencèrent progressivement à ajouter de plus en plus de renforts de plaques, d'abord des casques de fer et plastrons, plus tard une armure entièrement de plaques. L'armure de plaque du Haut Moyen-Âge, fabriquée en acier de qualité, pouvait résister aux archers beaucoup mieux. Les tests montrèrent qu'une flèche d'arc long à plus grande distance, disons au-delà de 100 mètres, ne perçait généralement pas une bonne plaque. Elle la frappait, pouvait la cabosser, mais ne passait pas à travers. Si cependant le chevalier se tenait plus près ou avait une armure plus faible ou plus fine, par exemple des pièces moins chères, que portèrent les fantassins plus riches, même la plaque pouvait succomber. Les flèches bodkin étaient capables de la courte distance de se frayer un chemin à travers une plaque plus faible, ou les joints de l'armure. De plus, l'armure de plaque ne couvrait jamais parfaitement toute la surface du corps. Elle avait des endroits non protégés aux aisselles, dans les fentes du casque, dans les espaces autour des articulations. Là partout, la flèche pouvait pénétrer. Même le chroniqueur français, décrivant la bataille de Poitiers, 1356, nota que beaucoup d'hommes d'armes français tombèrent après que les Anglais les eurent frappés de flèches au visage et aux poings faibles, donc aux endroits où l'armure n'atteignait pas. Un coup précis dans la visière du aume pouvait éliminer le chevalier aussi sûrement que quand le tir d'arbalète le touchait. Une grande cible pour les flèches étaient aussi les chevaux des chevaliers. Leur armure de cheval était en effet souvent plus faible ou inexistante. La protection de plaques pour chevaux n'apparut qu'au XVe siècle tardif, et même alors n'était pas à l'épreuve des balles. Les archers visaient donc souvent intentionnellement les chevaux sous les chevaliers. Un cheval blessé ou tué signifiait que le chevalier tombait et se trouvait sans mobilité. Au sol, chargé de dizaines de kilogrammes, de sa propre armure, il devenait une proie facile. Soit quelques fantassins l'achevaient, soit sa propre cavalerie en retraite pouvait le piétiner. La flèche éliminait donc parfois indirectement le chevalier en lui coupant littéralement sa monture. Il est vrai qu'un chevalier entièrement blindé dans une armure de bon acier avait une chance décente de survivre à plusieurs impacts de flèches, surtout à longue distance. Les flèches pouvaient se planter en angle peu profond, ou rester coincées dans le bouclier ou la couche superficielle de l'armure. Des mentions sont conservées de chevaliers qui, après la bataille, trouvèrent dans leur armure plantées peut-être même 20 flèches, et s'en tirèrent, malgré tout, avec seulement des contusions. Mais même un tel chevalier n'était efficace au combat que temporairement. Il était secoué par les impacts, avait peut-être un cheval blessé, certainement pas en condition de mener une attaque furieuse. De plus, la plupart des soldats médiévaux n'avaient pas d'armure de plaque de la plus haute qualité. Seuls les nobles riches pouvaient se la permettre. Les soldats ordinaires ou la cavalerie légère portèrent des cottes de mailles, des pourpoints de cuir, éventuellement des combinaisons de hausse-cols de tôle et de casques. Contre eux, l'arc long était mortel sans exception.
Le résultat était que tandis que certains chevaliers les mieux blindés pouvaient y pénétrer à travers la grêle de flèches relativement en bon état, leurs compagnons moins fortunés et la domesticité tombaient par centaines. De toute façon, la formation se disloquait, le chaos s'installait, et même les combattants d'élite survivants perdaient le soutien et le moral. La flèche n'avait donc pas besoin de tuer directement chaque chevalier. Il suffisait qu'elle en tue ou blesse assez pour que toute l'armée chevaleresque perde sa force de frappe. Ajoutons à cela encore le fait simple que même une personne non blessée se recroqueville instinctivement quand des projectiles sifflent autour de sa tête. Les chevaliers sous les flèches penchaient souvent la tête, se couvraient de boucliers, et ralentissaient ainsi leur progression et perdaient l'élan combatif. Les sources anglaises mentionnent même des détails curieux, comme que les chevaliers français à Azincourt avaient, après être arrivés aux lignes anglaises, des boucliers complètement fendus et troués, et leurs armures ressemblaient à des pelotes à épingles pleines de flèches plantées. On peut donc résumer que l'arc était une arme si mortelle du Moyen Âge parce qu'il représentait un contrepoids à la technologie la plus chère du champ de bataille de l'époque, l'armure chevaleresque. De même que plus tard, la poudre égalisa les différences entre l'homme blindé riche et le tireur pauvre, déjà l'arc long pouvait dans certaines circonstances liquider même un combattant d'élite. Ce n'était pas toujours garanti d'un seul coup, mais le tir de masse de centaines d'arcs finissait par trouver des failles même dans l'armure la plus résistante. L'ère célèbre des chevaliers à cheval prit ainsi fin justement sous les grêles de flèches, et les chroniqueurs médiévaux y voyaient souvent même un jugement divin sur la noblesse orgueilleuse. Malgré tout, l'art des archers, cependant, finalement contre les flèches, se leva une nouvelle force, la poudre. Dès que les armes à feu apparurent sur les champs de bataille, l'ère de l'arc commença à s'éteindre. Qu'est-ce qui resta cependant de l'héritage des archers médiévaux, et où est passé leur instrument mortel? C'est ce que nous dirons dans la conclusion de notre récit. La disparition des armées chevaleresques, sous l'assaut des arcs, et ensuite des armes à feu, signifia la fin d'une époque de l'art militaire. Il était même symbolique qu'à la bataille de Bosworth en 1485, qui est souvent désignée comme la fin du Moyen Âge en Angleterre, les archers jouèrent à nouveau un rôle important. Pourtant, dès le XVIe siècle, le tir à l'arc commença à disparaître des champs de bataille, évincé par les armes à feu modernes. Les fusils et pistolets tiraient certes au début plus lentement et moins précisément que l'arc traditionnel, mais ne nécessitaient pas un entraînement de toute une vie, et surtout perçant facilement les armures de plaque. Là où même le meilleur arc n'avait pas la certitude de la perforation, la balle devait intervenir avec l'aide de la poudre, et ainsi l'arc comme arme de guerre mortelle partit à la retraite. Cela ne signifie cependant pas que les arcs et flèches disparurent complètement. Ils furent encore longtemps utilisés dans la pratique de la chasse, et dans certains coins du monde restèrent partie de l'art militaire jusque profondément dans les temps modernes. Par exemple dans les steppes et jungles, où l'influence des armes européennes pénétrait lentement. En Europe même, le tir à l'arc devint progressivement une discipline sportive, et partie des divertissements aristocratiques. Les rois anglais, à l'époque des Tudors, organisèrent de somptueux tournois de tir à l'arc en mémoire des victoires célèbres de leurs archers. Dès lors, cependant, on regardait l'arc plutôt comme un rappel des temps anciens. Les histoires d'archers célèbres vécurent cependant plus longtemps. Les ballades sur Robin des Bois, le brigand insaisissable qui avec son arc protégeait les pauvres, captivaient l'imagination des gens pendant des siècles et comptent encore aujourd'hui parmi les légendes les plus connues. Robin des Bois devint le symbole du tireur maître et de la rébellion juste, et son personnage ne serait pas concevable sans l'arc mortel en bandoulière. Non moins célèbre est aussi l'histoire du tireur suisse Guillaume Tell, qui, selon la légende, réussit d'un seul tir d'arbalète à abattre une pomme de la tête de son propre fils. De telles légendes soulignent l'admiration pour la précision infaillible et la maîtrise des tireurs, qui perdura des siècles. Encore aujourd'hui, dans chaque film historique sur les chevaliers, nous attendons des scènes où les archers tirent une salve, et celle-ci comme un nuage sombre s'abat sur l'ennemi. Si fortement l'image de la pluie de flèches s'est gravée dans notre mémoire culturelle. L'époque moderne apporta au tir à l'arc une renaissance comme sport.
Depuis le 19e siècle, naissent des clubs de tir à l'arc et s'organisent comme des compétitions de tir sur cible. Même aux premiers Jeux olympiques modernes en 1900, le tir à l'arc était une des disciplines et compte encore aujourd'hui parmi les sports appréciés. Agissent aussi, toujours, de nombreux groupes d'escrime historique et de tir à l'arc, qui s'efforcent de ranimer l'art oublié des anciens tireurs. Ils organisent des tournois avec des répliques d'arcs médiévaux. Les tireurs s'habillent en costumes d'époque et essaient de tirer comme leurs prédécesseurs. Aux fêtes historiques, nous pouvons voir des démonstrations de ce tir à l'arc traditionnel, et au moins un instant imaginer ce que c'était quand au-dessus du champ de bataille sifflaient des centaines de flèches. Et encore une preuve amusante que l'arc comme arme mortelle n'est pas complètement mort. À l'époque de la Seconde Guerre mondiale, à l'ère des chars et mitraillettes, se trouva un officier britannique excentrique, Jack Churchill, qui partit au combat armé, entre autres, justement d'un arc long et d'une épée médiévale. Lors d'une action en 1940 en France, il tira effectivement une flèche sur un soldat ennemi et le tua. Il s'agissait apparemment du dernier meurtre au combat par flèche enregistré dans une guerre régulière. Jack Churchill ferma ainsi symboliquement l'ère millénaire de l'arc de guerre. Aujourd'hui, les arcs ne servent plus à conquérir des royaumes, mais pourtant en eux sommeille encore quelque chose de leur ancien pouvoir. Quiconque a essayé de tirer d'un arc traditionnel a ressenti au moins un fragment de la responsabilité et de l'art que devaient avoir les archers du médiévaux. La technologie moderne peut fabriquer une arme beaucoup plus destructrice, mais justement la simplicité de l'arc et la dépendance à l'habileté du tireur en font une relique historique si attirante. Quand nous voyons aujourd'hui un archer sportif toucher le centre de la cible, ou quand sur l'écran de cinéma le héros vainque le méchant d'une flèche, nous sommes témoins de l'écho des temps anciens, quand l'arc régnait vraiment sur les champs de bataille. L'arc mit fin d'une certaine manière à la domination des chevaliers d'élite, et ouvrit le champ de bataille aux soldats ordinaires. Il montra que la discipline et une arme simple entre les mains de beaucoup de gens déterminés pouvaient vaincre une poignée des meilleurs hommes blindés. Ce fut une révolution silencieuse dans l'art militaire, présage de la montée ultérieure des armes à feu, qui achevèrent cette tendance. Pendant les siècles qui se sont écoulés depuis les batailles de Crécy ou d'Azincourt, beaucoup a changé, mais l'admiration pour le tir maître à l'arc perdura. L'arc devint le symbole de la précision, de la patience et de la détermination, qualité qui étaient chez les archers médiévaux aussi importante que la force de leurs bras. Sans exagération, on peut dire que les guerres médiévales auraient eu l'air tout à fait différentes, sans les archers. Et peut-être raconterions-nous aujourd'hui sur les batailles célèbres des histoires tout à fait différentes. L'arc agit peut-être aujourd'hui comme un vestige, mais son héritage perdure. Et après aujourd'hui, nous savons déjà que cette arme simple réussit pendant des siècles entiers à changer les règles du combat et le cours de l'histoire. J'espère que ce regard dans l'histoire des arcs et flèches vous a intéressé et enrichi. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si l'exposé vous a plu, je serai content si vous lui donnez un like et le partagez avec d'autres.